Chers étudiants, bonsoir. Alors tout d'abord, j'espère que tout le monde se porte bien ainsi que vos proches. Alors mon premier cours va porter sur l'abcès pulmonaire. Dans certains livres, vous allez retrouver le nom suppuration pulmonaire. Eh bien, c'est la même chose. Alors, quels sont les objectifs de notre cours? C'est tout d'abord de savoir définir ce que c'est un abcès pulmonaire, de rechercher les facteurs favorisants et d'orienter l'étiologie en fonction du germe en cause, savoir poser le diagnostic positif d'un abcès pulmonaire et d'évoquer une cause locale, notamment une néoplasie chez un sujet fumeur ou la présence d'un corps étranger chez l'enfant. Bien sûr, éliminer tout ce qui peut porter confusion avec une image cavitaire ou une image mixte sur une radiographie du thorax. Connaître les modalités de prélèvement, traiter l'infection et bien sûr ne pas oublier de traiter le terrain sous-jacent, assurer une surveillance et connaître l'évolution de cet abcès pulmonaire qui peut être émaillé par certaines complications à court, à moyen ou à long terme. Alors voilà le plan que nous allons suivre tout au long de ce cours. Tout d'abord, c'est quoi un abcès pulmonaire? Eh bien, c'est une suppuration collectée dans une cavité néoformée, c'est-à-dire que le parenchyme pulmonaire était sain, sur lequel s'est greffée cette cavité qui va le creuser et qui se fait ou elle est secondaire à une infection aiguë non tuberculeuse. Sinon, on va parler d'une caverne tuberculeuse. Donc, cavité néoformée, c'est-à-dire sur un parenchyme sain, secondaire à une infection non tuberculeuse. Il faut avoir à l'esprit trois notions essentielles, à savoir un terrain favorisant, qui est souvent associé. Plus le traitement médical est précoce, plus il sera efficace. Et dans certains cas, on aura recours à une fibroscopie afin de rechercher une cause locale sous-jacente. Alors, pourquoi s'intéresser à l'abcès pulmonaire? Tout d'abord parce que depuis l'introduction des antibiotiques, on va dire que sa prévalence a nettement diminué. Mais quand même, elle reste une pathologie assez fréquente. Le plus souvent, on va voir nos malades à un stade tardif. C'est ce qu'on appelle le stade de foyer ouvert. Un terrain particulier est souvent recherché, de débilité locale et entre générale et 60 ans avec un l'antibiothérapie doit être synergique, associée à un drainage. Le retrouver également chez le nourrisson, un drainage pleural, un drainage bronchique, et là le germe permettra d'évacuer les expectorations. Et le plus souvent, ces abcès, le pronostic périphérique, il reste quand même simple et parfois engagé si la prise en charge n'a pas été entreprise précocement de pleurésie purulente. C'est pour ça on va parler du staphylococcie pleuropulmonaire. On a dit au départ qu'il fallait rechercher un terrain. Il peut s'agir de troubles neurologiques. Un sujet qui présente des troubles neurologiques peut faire des régurgitations, peut faire des fausses routes. Ça peut être une porte d'entrée. Rechercher également l'éthylisme, le tabagisme, une immunosuppression soit cortico-induite, soit par d'autres médications, un diabète, la notion d'une hospitalisation en réanimation et enfin l'anorexie mentale. On insistera sur le fait qu'il faudrait rechercher toujours devant la présence d'un abcès pulmonaire une porte d'entrée. Elle pourra nous orienter vers tel ou tel germe et éventuellement modifier la thérapeutique. Donc la porte d'entrée, elle peut être dentaire, elle peut être sinusienne ou cutanée. Et là, on va incriminer surtout le staphylocoque. Trois mécanismes de survenue. Le plus fréquent, c'est par voie bronchogène. Alors, il est dû à quoi? Eh bien, à tout simplement l'inhalation de particules septiques, soit par régurgitation. On peut les retrouver chez les sujets qui ont présenté un accident vasculaire cérébral à type de fausse route ou tout simplement une anesthésie générale. Deuxième mécanisme de survenue, c'est par voie hématogène. Heureusement exceptionnel, voire rare, il va donner des abcès multiples. Enfin, nous avons la propagation suppurée locorégionale. Là, il faut rechercher un facteur local d'inoculation. Soit il s'agit d'une obstruction de la bronche
par une tumeur chez le sujet fumeur, jeune, plus de 40 ans éventuellement, ou tout simplement un corps étranger chez les enfants. Il peut s'agir d'une pathologie extrapulmonaire, solution de continuité ou communication entre la pathologie sous-diaphragmatique et le poumon, c'est le cas de l'abcès sous-phrénique, le cancer de l'œsophage par contiguïté ou tout simplement une plaie thoracique septique. Le diagnostic positif. Il faut savoir que sur le plan clinique, nous avons 3 stades. Le malade peut venir à n'importe quel stade, mais malheureusement, on le voit surtout à un stade tardif, c'est ce qu'on appelle le stade de foyer ouvert. Alors, premièrement, c'est la phase de foyer fermé. Alors, ce stade-là, il est clinico-radiologique. Clinique qui n'est pas pathognomonique de l'abcès pulmonaire. Elle peut simuler une pneumonie aiguë à type de toux, de douleur thoracique, de fièvre. Donc, ce n'est pas pathognomonique de l'abcès pulmonaire. Mais à ce stade-là, la crainte est l'absédation. Alors, on va la suspecter devant quoi? Devant une fièvre qui persiste, devant un état général qui devient très altéré ou une douleur thoracique tenace, vive, localisée qui sera rapportée par le patient. Entre le 4e et le 10e jour d'évolution de cet abcès, on va assister à ce qu'on appelle la vomique. Alors, il faut faire la part des choses entre une vomique hydatique, le malade va vous rapporter la notion d'une expectoration, une expectoration qui ressemble à de l'eau. C'est une eau qui est salée, elle peut contenir de petites graines, c'est ce qu'on appelle les vésicules filles. Pour la vomique de l'abcès pulmonaire, là il s'agit d'une expectoration qui est très purulente, donc verdâtre, d'odeur putride. Elle va rappeler la notion de souris crevée. Et souvent, le volume est très abondant. Parfois, elle peut être striée de sang, cette expectoration, ou associée carrément à des crachats hémoptoïques. La particularité, c'est cette vomique va s'accompagner d'une défervescence thermique. Alors, comment on va l'apprécier? Lorsque le malade est hospitalisé pour un abcès pulmonaire, ce que vous allez faire, c'est de faire 2 courbes. Une courbe de la température et une courbe de l'expectoration. Alors, lorsque le malade va venir les premiers jours, la température, puisqu'il s'agit d'un syndrome infectieux, vous allez retrouver votre température qui augmente avec le temps. Par contre, il n'a pas encore fait sa vomique, son expectoration, donc la courbe de la vomique, on va la voir en bas. Dès que le malade va faire sa vomique ou l'expectoration qui devient très abondante, là, la courbe de la vomique va augmenter. Donc, il a expectoré, on aura la défervescence thermique. Donc, la courbe de la température va redescendre. Donc, on aura le croisement entre la courbe de la température et la courbe de l'expectoration. Et ce croisement, c'est pathognomonique de l'abcès pulmonaire arrivé au stade de vomique ou de foyer ouvert. Nous arrivons à la 3e phase, c'est la phase de foyer ouvert. Là, on va assister à un sujet qui présente un état général très altéré ou très marqué, avec un syndrome infectieux franc. Donc, il va présenter une pâleur, un faciès infecté, une langue staburale, une asthénie, une anorexie et un amaigrissement. Alors, à ce stade-là, nous aurons une rétention avec un faible volume des expectorations et de la fièvre, qui vont succéder à des périodes de détertion avec une défervescence thermique et vomique. C'est ce qu'on appelle le croisement des 2 courbes de l'expectoration et de la fièvre. Alors, vous allez me dire, alors le premier stade, c'est un stade clinico-radiologique. Le 2e stade, c'est le stade de la vomique, c'est un stade purement clinique. Le 3e stade, c'est la phase de foyer ouvert, c'est un stade clinico-radiologique. Mais qu'en est-il de l'examen physique? Eh bien, ce dernier est souvent pauvre et rarement évocateur
du diagnostic. Donc, on peut retrouver des signes de foyer de condensation pulmonaire et ou un syndrome cavitaire. Mais ce n'est pas pathognomonique de l'abcès pulmonaire. Alors, avant suspecter un abcès pulmonaire sur le plan clinique, mais il faudrait le confirmer. Donc, le premier examen paraclinique que nous allons demander, c'est tout simplement une radio du thorax, face et profil. 4 signes sont très importants. 2, c'est les pathognomoniques, à savoir l'image hydroaérique ou bien l'image cavitaire ou image mixte, ça dépendra des appellations. Et c'est surtout la variabilité du niveau sur plusieurs examens. Par exemple, si vous allez faire votre radio aujourd'hui, puisque le malade a fait une petite expectoration, donc vous allez retrouver votre niveau hydroaérique haut situé. Dès qu'il fera sa vomique complète, ce niveau va tomber, donc il va redescendre pour laisser place à une clarté. On verra les radios par la suite. Pour les 2 autres signes, on va dire c'est des signes qu'on va retrouver au cours de l'évolution de cet abcès, notamment la paroi fine, c'est-à-dire le malade a fait son expectoration, le drainage bronchique n'a pas été fait de façon convenable. Ce qui va rester sur le parenchyme pulmonaire, eh bien c'est une cavité, une image claire, qui va être entourée d'une paroi fine. Si cette cavité n'est pas infectée, donc elle va garder cette paroi fine. Si elle va s'infecter, on aura une paroi épaisse. Dans certains cas, vous pouvez voir une branche de drainage. Ce n'est pas quelque chose de pathognomonique. Si vous pouvez le voir, tant mieux. Donc on va le voir sur quelques radios. Alors dans certaines situations, on pourra faire, donc on va dire les cas difficiles, on pourra faire soit une échographie thoracique, voire même une TDM thoracique. Nous arrivons à la radiographie du thorax. Alors, le premier stade, on a dit clinico-radiologique, c'est le stade de foyer fermé, c'est-à-dire le malade n'a pas encore fait son expectoration. Donc, il y a toujours l'expectoration à l'intérieur de la cavité. Et qui dit expectoration dit liquide. Donc, ce que vous allez voir sur votre radio, c'est une opacité qui est dense. Alors, la densité, on va la comparer par rapport au médiastin. Elle peut avoir des contours réguliers, des fois non, mais c'est une opacité qui est homogène, c'est-à-dire il n'y a pas de clarté à l'intérieur, il n'y a pas eu d'expectoration pour laisser place à des clartés à l'intérieur de cette opacité. Les limites, on peut avoir des limites floues, je vous ai dit, on peut avoir des contours irréguliers. Dès que le malade fera sa vomique, on va assister sur le plan radiologique à l'apparition d'une image hydroaérique ou image cavitaire ou image mixte. Alors, comment on va l'interpréter? D'abord, il faudrait se localiser au niveau de votre champ pulmonaire. Si on prend ce cas-là, je ne sais pas si la souris, vous la voyez. Alors, au niveau du champ pulmonaire droit, donc on s'est localisé tout d'abord, au niveau de sa région sous-claviculaire ou bien axillaire supérieure, on note une image mixte, hydroaérique, bon, ça dépendra. Il faut préciser son diamètre. Alors, si elle est oblique, il faut préciser le grand diamètre de cette image oblique. Il peut être vertical, il peut être horizontal, il peut être oblique. Et lorsqu'on a une image arrondie, alors on dit grossièrement arrondie, alors on va prendre un seul diamètre. Donc, si on va prendre celle-là, c'est une opacité, une image hydroaérique grossièrement arrondie. Bon, on va dire de 5 ou de 6 cm de diamètre. Elle est faite de quoi? Parce qu'elle n'est ni opaque pour dire opacité dense, ni claire pour dire une clarté. Donc, on a dit une image mixte. Donc, elle est faite de quoi? D'une opacité dans sa base, surmontée d'une clarté dont elle est séparée par un niveau. Il faut préciser le type de ce niveau. S'il est horizontal, c'est directement l'abcès pulmonaire. Mais si vous avez un niveau qui est ondulé, là, déjà sur la radiographie, vous pouvez dire il s'agit d'un kystidatique et non pas d'abcès pulmonaire.
Donc, vous allez voir le cours du kystidatique. Donc, niveau horizontal, c'est un abcès. Niveau ondulé, c'est un kystidatique. Là, c'est une autre image, mais là, je vous ai montré cette radiographie, c'est pour vous dire, là, vous voyez votre niveau, il est en bas. Donc, presque le malade, il a fait sa vomique totale, donc il ne reste qu'une petite quantité. Donc, le niveau, il est bas. Contrairement à cette image, le niveau, il est haut situé, donc il a fait, on va dire, une expectoration à mi-chemin, donc il va garder son niveau hydroaérique à moitié. Là, ce que vous voyez en flèche rouge, c'est la branche de drainage. Nous avons confirmé qu'il s'agit d'un abcès pulmonaire. Il faudrait demander d'autres examens afin d'étayer votre diagnostic étiologique vers tel ou tel germe. Alors, premièrement, pour confirmer qu'il s'agit bien d'un syndrome infectieux. Donc, basique, vous allez demander une formule de numération sanguine. Alors, ce que vous allez retrouver, c'est une hyperleucocytose apolynucléaire neutrophile associée à un syndrome inflammatoire fait d'une CRP positive et d'une VS accélérée. À cette biologie, vous allez demander une étude bactériologique, mais là, j'insiste que cette étude doit être faite avant d'entamer toute antibiothérapie, parce qu'elle pourra fausser votre résultat. Donc, le malade, il est venu vous voir, il a une clinique, vous avez confirmé par une radiographie. Là, il faut faire des prélèvements rapidement et débuter votre antibiotique. Si le germe suspecté au départ va être confirmé par la suite, donc vous allez continuer votre antibiothérapie. S'il s'agit d'un autre germe, vous allez ajuster votre traitement par la suite. Alors, première étude bactériologique, c'est bien l'étude cytobactériologique des crachats, qu'on appelle ECBC en abréviation, oui. Donc, vous allez faire un examen direct associé à une culture. Donc, j'insiste, de préférence, avant toute antibiothérapie. Cependant, la sensibilité et la spécificité restent faibles. Pour avoir plus de spécificité, vous allez demander des prélèvements, ce qu'on va dire protégés. Protégés par quoi? Par le fibroscope. Donc, vous allez faire une fibroscopie. À l'intérieur de ce fibroscope, vous allez introduire un petit tuyau, on va dire, qui va couvrir votre brosse ou votre prélèvement pour que lorsque vous allez retirer votre fibroscope, le prélèvement sera toujours protégé et il ne va pas être contaminé par les germes de la sphère ORL. Donc, ce que vous pouvez faire comme prélèvement à travers la fibroscopie, c'est de faire une aspiration trachéobronchique, un lavage bronchiolo-alvéolaire ou un brossage bronchique protégé qui est, on va dire, très très spécifique et sensible. Les hémocultures, vous allez les demander non seulement au pic thermique, mais également au frisson. Alors, on a dit au départ que dans certaines situations, on pourra faire une fibroscopie bronchique. Là, lorsque vous suspectez une cause locale de néoplasie éventuellement ou carrément pour extraire un corps étranger chez l'enfant si vous le suspectez au départ. Donc, vous allez faire à travers cette fibroscopie un diagnostic bactériologique, rechercher une cause locale, donc une tumeur chez un fumeur, une tumeur bronchique chez un fumeur et le corps étranger chez l'enfant. Alors, plusieurs techniques, je vous ai dit, mais elles ont quand même des points forts et également des points faibles. Alors, pour les points faibles, c'est beaucoup plus les complications qui peuvent, on va dire, étayer qui peuvent se voir lors de l'examen en lui-même. Alors, si on va prendre, par exemple, les cultures d'expectoration, l'aspiration orotrachéale, nasotrachéale, facile à faire, mais peu sensible parce qu'il y a la contamination par la flore oropharyngée. Les hémocultures spécifiques se positivent seulement dans 5% des cas. Pour les autres prélèvements, on a dit pour les prélèvements par bronchoscopie,
Le plus, on va dire le plus qui pourra donner éventuellement un diagnostic, c'est le brossage protégé. Mais là, il faut qu'il y ait quand même un matériel spécial qui n'est pas toujours disponible. Alors pour la ponction transthoracique, là c'est beaucoup plus les complications telles que le pneumothorax, la fistule bronchopleurale qu'on pourra alors, je vous ai dit pour le diagnostic différentiel, si c'est sur le plan clinique, ça peut porter confusion avec tout simplement une pneumonie aiguë. Mais c'est beaucoup plus le diagnostic différentiel sur le plan radiologique. Alors, tout d'abord sur le plan clinique, vous avez tout ce qui est infection. Alors, pardon, vous avez les infections, l'aspergillome, l'histoplasmose, l'anocardiose, l'empyème loculaire. Alors, toutes les infections peuvent donner une suppuration pulmonaire. Les néoplasies également, le carcinome bronchique, les métastases, les maladies inflammatoires et surtout la maladie de Wegener, le nodule rhumatoïde, qui peuvent donner des images radiologiques avec des images mixtes parfois. Divers, vous avez l'infarctus pulmonaire nécrosé, la sarcoïdose, et vous avez également les lésions congénitales telles que le kyste bronchogénique, la séquestration pulmonaire, les malformations kystiques et l'hernie diaphragmatique qui peuvent donner une image hydroaérique. Et si l'interprétation n'a pas été bien faite et surtout rattachée à une clinique, on peut passer devant ces pathologies-là. Alors, moi, je vais insister beaucoup plus sur le diagnostic différentiel sur le plan radiologique. D'ailleurs, c'est ce que vous pouvez avoir lors de votre examen pratique. Alors, on va dire la première pathologie fréquemment évoquée devant une image mixte, c'est bien la caverne tuberculeuse. Mais là, déjà sur la radiographie, je pourrais dire il s'agit d'un abcès, il s'agit d'une caverne tuberculeuse. Sur quoi? Je ne sais pas si vous allez voir la souris, c'est sur cette infiltration qui entoure cette image cavitaire. Soit vous la retrouvez au niveau de la base, soit qu'elle l'entoure carrément. Et là, vous avez la scissure, c'est presque une lobituberculose. Donc, si vous avez une image cavitaire associée à une infiltration, il faut parler directement d'une caverne tuberculeuse et non pas d'un abcès pulmonaire. Deuxième diagnostic à évoquer devant une image mixte sur le plan radiologique, c'est le cancer bronchique. Alors vous vous souvenez, lorsqu'on a commencé à interpréter, on a dit à limite, les contours sont plus ou moins réguliers. Contrairement au cancer bronchique, non seulement la clarté à l'intérieur n'a pas de contours réguliers, et même l'opacité qui entoure la paroi, on va dire, la paroi qui entoure cette image. Donc, elle a des limites anfractueuses, des limites floues, presque une image en cadre. Donc, là, il faut évoquer une néoplasie bronchique. Bien sûr, avec une clinique, l'interrogatoire, le sujet qui est fumeur, il a fait beaucoup plus d'hémoptysie que d'expectoration. Donc, vous avez une clinique qui va vous évoquer ce diagnostic. Le kyste hydatique. Alors, je vous ai dit, j'ai insisté sur le fait que le kyste hydatique ne va pas vous donner un niveau horizontal, mais beaucoup plus un niveau ondulé. C'est dû à la membrane pleutonée, à la membrane hydatique. Donc, puisque c'est quelque chose qui ressemble à un tissu, donc lorsqu'il va être mouillé, il va jamais prendre un aspect horizontal. Donc, vous allez avoir des ondulations de ce niveau. Donc, ça fait kyste hydatique. Autre chose, c'est soit un niveau ondulé, soit un croissant gazeux. C'est ce qu'on voit sur cette image radiologique. C'est une image mixte, mais qui est faite d'un croissant gazeux. Là, ça fait évoquer un kyste hydatique rompu, un abcès pulmonaire. Également, vous avez les suppurations secondaires. Et enfin, vous avez l'aspergillome. Alors, quand on a commencé notre cours, on a dit que l'abcès pulmonaire était une cavité plutôt une suppuration qui était creusée sur une cavité néoformée, c'est-à-dire sur un parenchyme sain. L'aspergillome, eh bien non, ça survient sur une cavité détergée sur laquelle s'est greffé ce qu'on appelle le germe l'Aspergillus fumigatus. Donc, il y avait la cavité et sur laquelle c'est greffé. Ce n'est pas une cavité qui est néoformée. Autre caractéristique
radiologique, c'est bien l'opacité qui est localisée au bas fond de cette image mixte et elle a un aspect convexe. Donc, ce n'est pas un niveau horizontal. Donc, vous voyez, vous pouvez évoquer des diagnostics devant une image mixte sur le plan radiologique, mais je vais les éliminer au fur et à mesure avec la clinique si j'ai une clinique éventuellement. Sinon, sur l'aspect, la paroi, le niveau, les contours. Donc, je pourrais évoquer tel ou tel diagnostic éventuellement. Le diagnostic étiologique. On a insisté sur le fait qu'il faudrait rechercher un terrain systématiquement. Rechercher une porte d'entrée, un foyer ORL, des foyers dentaires, infectés, une lésion cutanée ou plus rarement une appendicite, cholécystite. Donc il y a une communication. Alors les germes, la flore elle est polymicrobienne et les anaérobies représentent quand même 60 à 90% des cas. Alors les principaux germes, vous avez les anaérobies. Quand même, il y a, on va dire, soit une clinique qui va vous évoquer tel germe, ou bien une porte d'entrée, ou bien, on va dire, l'aspect radiologique. Alors, si on va prendre les anaérobies, déjà, vous avez l'haleine fétide de l'expectoration, ça fait suspecter les anaérobies. L'état dentaire précaire, notion d'un coma, anesthésie générale, convulsion, un accident vasculaire cérébral. Le staphylocoque, devant une porte d'entrée cutanée, c'est-à-dire une lésion cutanée, un diabétique, un toxicomane, la notion des cathéters intraveineux. La klebsielle, alors pour la klebsielle, c'est l'apanage beaucoup plus des diabétiques, des toxicomanes et des alcooliques. Et surtout, sur le plan radiologique, vous allez retrouver la scissure qui est bombée. Enfin, le Pseudomonas aeruginosa, là vous allez retrouver une notion d'hospitalisation, donc ça fait évoquer tout ce qui est infection nosocomiale, et quand même c'est un germe qui est très 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 grave, du fait de sa résistance à différents antibiotiques. Alors là, je vous ai mis un tableau avec les principaux anaérobies que vous pouvez retrouver, les aérobies, les autres germes qu'on retrouve surtout chez les immunodéprimés, notamment les champignons tels que l'aspergillus, les parasites, et les mycobactéries atypiques. Alors, nous arrivons au traitement. Alors, les objectifs de ce dernier, bien sûr, de traiter l'infection, mais d'éviter les complications. Parce qu'il existe certaines complications qu'on verra par la suite qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital ou l'engager carrément. Et bien sûr, ne pas oublier de prendre en charge le terrain sous-jacent. Tout d'abord, vous allez commencer par les mesures hygiéno-diététiques. Repos strict au lit. Un apport nutritionnel hypercalorique. Et débuter une antibiothérapie après avoir fait vos prélèvements. Donc, précoce, cette antibiothérapie, probabiliste au début et qui sera ajustée par la suite après que vous ayez reçu les résultats de vos prélèvements avec un antibiogramme. Alors, le plus communément utilisé, c'est de donner 2 antibiotiques, soit l'association d'une bêta-lactamine avec du métronidazole, ou bien une céphalosporine de 3e génération à de l'aminoside. D'abord, pendant la phase aiguë par voie parentérale, puis dès que le malade reprend, on va dire, il récupère, tout simplement. Donc, on va passer à la voie orale. Et parmi les critères qui nous permettront de passer à la voie orale, c'est la pyrexie qui sera obtenue et l'amélioration clinique. Quand même, c'est un traitement lourd puisqu'on est sur 6 à 8 semaines. Alors, je vous ai dit traiter l'infection, mais il faut insister sur la kinésithérapie de drainage. Donc, il faudrait faire sortir ces expectorations. Alors, bien sûr, à distance de la phase aiguë, donc habituellement effectué 2 à 4 fois par jour. Bien sûr, on va insister sur le fait que ça soit fait avant les repas pour prévenir les nausées, les vomissements et l'inhalation de matières étrangères. Alors, plusieurs types de drainage. Alors, je vous ai mis 3. Vous avez le drainage percutané. Alors, pour ces points clés, c'est une technique qui est fréquemment réalisée, mais qui peut se compliquer quand même d'un empième, d'une hémorragie, d'une fistule bronchopleurale ou le plus grave, c'est le pneumothorax. Vous avez le drainage chirurgical par mini
thoracotomie ou plus rarement par cavernostomie. Alors, il est envisagé quand? Lorsqu'on est devant un échec du traitement antibiotique et de drainage percutané. Et là, il faudrait que l'état général, bien sûr, du patient le permet. Enfin, vous avez le drainage endoscopique. Alors, peu de recul sur l'utilité de ce drainage spontané. Alors, bien sûr, tout simplement, la réussite va dépendra de l'opérateur. Et pour certains, ça reste quand même débattu, c'est l'utilisation ou l'administration d'antibiotiques à travers ce drainage endoscopique. La chirurgie, elle est indiquée en cas d'échec d'antibiothérapie bien conduite après 3 mois ou lorsque, elle a été bien conduite, mais le malade va garder des séquelles. Là, on va passer au traitement chirurgical parce que ces séquelles peuvent être source de complications. Bien sûr, quelle que soit la pathologie, il faut insister sur le sevrage tabagique. Ne pas oublier de traiter le terrain sous-jacent, tel qu'équilibrer un diabète, corriger une anémie, une insuffisance cardiaque ou une insuffisance respiratoire, notamment une BPCO chez un sujet, je vous ai dit, qui peut être fumeur, sur lequel qui a présenté un abcès. Après fibroscopie, il s'agit d'une néoplasie bronchique sur un terrain BPCO. Et bien sûr, ne pas oublier de traiter la d'entrée. La surveillance, elle est clinique, c'est-à-dire rechercher et apprécier les signes fonctionnels ou l'apparition de nouveaux signes. Les signes physiques avec une courbe de température, bien sûr, et on insiste sur la courbe de volumétrie des crachats. Sur le plan biologique, c'est la formule de numération sanguine et le bilan inflammatoire et la radiographie thoracique. Cependant, l'évolution qui peut être favorable si le traitement a été bien entrepris, quand même dans 90% des cas, certaines complications peuvent étayer cette évolution. Alors, l'amélioration clinique est quand même biologique, on la voit en 2 semaines. Quant à l'amélioration radiologique, elle devient plus tardive, 4 à 6 semaines, avec une image normale ou des séquelles simples à type de réticulation linéaire ou étoilée. Alors, pour l'évolution défavorable, heureusement exceptionnelle, sauf si on voit le malade à un stade tardif, elle peut être due soit à une résistance initiale ou secondaire des germes en cause, ou à une antibiothérapie trop tardive ou insuffisante, ou surtout à la déficience du. Alors, quelles sont ces complications? Déjà, pendant la phase aiguë, vous avez la vomique asphyxique. On la voit, les complications à long terme. Vous avez les formes chroniques, la septicémie qui est responsable d'abcès cérébral, d'abcès dilatation ou de branches qui vont être source d'hémoptylie et de surinfection et des cavités résiduelles sur un apport également surcalorique, et la pleurésie et surtout de greffe aspergillère. Alors, ce qu'on aimerait bien avoir comme évolution, c'est la restitution à d'intégrants, c'est-à-dire un parenchyme qui redevient tout à fait normal. Séquelles stellaires, c'est les images linéaires. Cavité à paroi fine, il y a un accent qui manque, à paroi. Dans les autres cas, il y a l'indication chirurgicale, mais toujours, bien sûr, de la phase aiguë. La prévention, c'est de bien traiter les pneumopathies aiguës par une antibiothérapie à dose suffisante jusqu'à guérison complète. Traiter les infections ou les portes d'entrée sous-jacentes ou associées. Équilibrer les états glycémiques. Arrêter l'alcool et le tabac, et bien sûr, ne pas oublier de vacciner par l'antipneumococcique chez les patients. Alors, en conclusion, l'abcès pulmonaire qui reste quand même une affection de présentation peu spécifique, mais qui garde une évolution souvent subaiguë. Il conviendra de garder à l'esprit le large spectre du diagnostic différentiel devant une image mixte. L'infection est le plus souvent polymicrobienne et nécessite souvent l'association de 2 antibiotiques, voire plus. Un traitement antibiotique prolongé permettra de guérir la majorité des abcès pulmonaires. Et si on est devant un cas de non-amélioration, avec un patient qui reste toxique, un drainage est indiqué et des résections chirurgicales sont à considérer en cas de complications ou de carcinome sous-jacent. Enfin, le pronostic va dépendre surtout de la virulence du germe et du terrain. À la prochaine, Inch'Allah.